Amis téléspectateurs, bonjour. La chanson que vous venez d'écouter là, ce fut la chanson d'ouverture de ma première émission sur Canal 10, Kemberet Bamoli. Samedi dernier, je vous ai dit que j'allais vous parler de M. Alexandre de Maranche. M. Alexandre de Maranche, je vous ai donné son pédigré, qui était-il, etc. Et il a donné une interview exceptionnelle que voici, qui a fait l'objet d'un livre qui a pour titre « Dans le secret des princes ». Monsieur de Maranche a été interviewé par Christine Ockrent. Je vous l'ai dit la dernière fois que Christine Ockrent, c'est l'épouse la compagne tout au moins de Monsieur Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand. Il a été ministre des Affaires étrangères et il a travaillé donc dans le monde du renseignement également. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous présenter mieux Madame Christine Ockrent, pour que vous sachiez exactement l'importance de cette personne, de cette journaliste. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Université de Cambridge, de 1965 à 1966, elle travaillait au Bureau d'information des communautés économiques européennes. De 1967 et 1968, à la télévision américaine NBC News, unité européenne de documentaire, d'actualité, documentaliste. De 1968 à 1976, à la télévision américaine CBS News, magazine d'actualité, 60 minutes, et il était réalisateur et journaliste. Chez CB News, magazine Hose, correspondant. De 1976 à 80 à FR3, magazine Vendredi, journaliste réalisateur, responsable des reportages internationaux, collaboration avec ABC News, magazine d'actualité 2020. De 1980-81, elle a travaillé à Europe 1, en charge du journal de 8 heures. 81-82 à Antenne 2, rédacteur en chef adjoint, présentateur du journal de 20 heures. 1982-85, Antenne 2, rédacteur en chef, délégué du directeur de l'information, responsable des journaux de 20 heures et de 23 heures, présentatrice du journal de 20 heures. À 1985, à RTL, rédacteur en chef, éditorialiste, collaboration à diverses télévisions étrangères. Voilà la présentation de Madame Ockrent, qui a eu le privilège d'interviewer M. Alexandre de Maranche, qui ne donnait pas d'interview. Alors, le préambule de ce livre dit ceci: c'est d'après les formes que j'établis les plans qui mènent à la victoire. Mais ceci échappe au commun des mortels. Bien que chacun ait des yeux pour saisir les apparences, nul ne comprend comment j'ai créé la victoire. Et qui a dit ça, c'est Sun Tzu, qui fut un grand combattant. Alors, Alexandre de Maranche, je vous le présente un peu plus en détail. Son nom de code était Ave Maria. Comme il était agent secret, il avait un nom de code, Ave Maria. Cet homme, vous ne l'avez jamais vu ni entendu. Pas de déclaration fracassante à la télévision, de portraits enrubanné, pas de propos distillés à la presse. Ce ne sont pourtant ni la manière ni la verbe qui lui font défaut. Il a longtemps exercé l'une des plus cruciales et des plus mystérieuses charges de l'État. Alexandre de Maranche a dirigé pendant près de 11 ans les services secrets français
sous deux présidents, Pompidou et Giscard d'Estaing. Un prix de longévité que lui accordent même ses collègues occidentaux de la CIA et du M16. Un record d'indépendance et de mutisme aussi à ce poste, tant exposé aux caprices de la politique et aux risques du métier. Son surnom, c'était Porthos. Il en a la nature, ajoutons-y, la noblesse d'Athos, la manière d'Aramis, le courage de d'Artagnan. Quatre mousquetaires en un, raccourci qui ne lui déplairait pas, puisque son cavalier Paillard et Roublard à leur heure. Un peu trop populaire, sans doute, un peu trop voyant, le comte de Maranche est par goût, par tradition, un homme discret, par profession aussi, ou plutôt par occupation. Sa biographie officielle tient en 5 lignes et cette brièveté le ravit. Alors, 1946, janvier, attaché à l'état-major de la Défense nationale, général Juin. En 1970, 6 novembre, depuis directeur général du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, 1961, 12 juin, a quitté ce poste. Il a travaillé donc pour Pompidou et pour Valéry Giscard d'Estaing. Et quand la gauche est arrivée au pouvoir, il a refusé de participer aux missions qu'on pouvait lui attribuer. Alors, c'est un seigneur. La féodalité et ses croisades lui eussent mieux convenu que la République. Et ses coups fourrés, même si bien les valeurs coïncident, quand on accepte de faire fi des étiquettes politiques. D'une certaine tradition de l'aristocratie, il garde avec un archaïsme non dénué de coquetterie le mépris de l'argent et des simulacres du pouvoir, le sens du panache et de l'humour, le goût des jolies femmes et des chevaux de qualité, le sens de l'honneur, et le besoin de servir, un système de valeurs qui s'accorde à une vision du monde cohérente jusqu'au simplisme et pourtant subtil à force de connaissances. De cet homme que la naissance et la fortune semblaient condamner aux oisivetés du jet-set international, le destin fit un résistant, un soldat, un émissaire et un agent secret au service de 3 hommes qui, pour lui, ont incarné la France, le maréchal Juin, le général de Gaulle et le président Pompidou. Il n'est pas de gauche. Il récuse la droite. Ce n'est pas un intellectuel, ni un politique, ni un mondain, mais un homme de réflexion et d'action. Il entend à sa manière servir la France et l'Occident, dont les causes pour lui se confondent en un même mot, liberté. Ses interlocuteurs sont les présidents, les rois et les puissants qu'il accepte de conseiller. Le monde pour lui est rouge et bleu. Totalitarisme contre démocratie. De cette analyse, il a fait un métier. Quel métier? Grand ordonnateur des coups pourris de la République, renseignement, événements, assassinat, général d'une armée passe-muraille, coutumière des petites prouesses et des grosses bavures qui font la trame d'un John le Carré. Alors voilà brièvement la présentation de M. de Maranche.
Je peux vous signaler quelques aspects de son action. Voilà ce qu'il dit. Grandeur et servitude. J'appartiens à l'une de ces familles traditionnelles qui ont beaucoup payé dans leur guerre. Après tout, toutefois, l'impôt du sang était notre business. La défense du pays représente une activité comme une autre. Mon père était un grand blessé de la Première Guerre. Son frère Henri, officier au premier tirailleur algérien, a été tué en 1918 et ma tante Gané est morte à Ravensbrück. Notre maison n'est pas illustre, mais très ancienne, enracinée dans le Piémont au XIIIe siècle et depuis 1452 en Franche-Comté. Nous avons servi les ducs de Bourgogne, la maison d'Autriche et depuis la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV, tout simplement. Alors, autre rôle assumé par Demaranche. Le 3 septembre 1939, je faisais les freins en Normandie. La déclaration de guerre nous a produit l'effet d'une orage qui éclate, libérant une tension accumulée depuis plusieurs années. Les Français étaient persuadés, grâce à l'aveuglement de leurs dirigeants, qu'ils étaient invincibles. On se demande pourquoi. J'ai été très marqué par les événements de 1940 parce que je croyais au Père Noël. Le Père Noël s'appelait la France. C'est pour cette raison que je me suis engagé à 18 ans. La débandade a duré 3 semaines. L'armée française, avec ses officiers, se sauvait à toutes jambes, n'était pas celle qu'évoquait mon père. Évidemment, à cheval, avec des sabres et des mousquetons d'un autre âge, modèle 1892, révisé 16. Nous n'étions pas très outillés pour affronter la Wehrmacht. Par impréparation, bêtise, manque d'organisation et intrigue politique, alors que la menace internationale devenait visible comme une maison, on a refusé de regarder la vérité en face. La France a fui jusqu'aux Pyrénées et le maréchal Pétain a signé l'armistice. Voilà quelques pensées de Demaranche. J'irai un peu plus loin. Alors, une question de Christine Ockrent. Qui a gagné la Seconde Guerre mondiale? Réponse de Demaranche. Je serais tenté de dire d'abord que nous n'avons pas basculé dans un monde nazi, ce qui aurait été abominable. On l'a appris grâce au récit des camps de la mort. L'admirable peuple allemand était tombé aux mains d'une bande de gens épouvantables, des déséquilibrés mentaux et souvent des ratés psychiques, tels Goebbels. Je ne suis pas sûr pour autant que les Alliés aient gagné la guerre, car il existe maintenant un autre système totalitaire. Le fascisme rouge. Dans tous les systèmes de force, la couleur du brassard du monsieur qui vous matraque ou qui vous jette en prison n'a guère d'importance. Quand on voit la pointe du saillant de Thuringe braqué vers nous en Allemagne de l'Est, qui se trouve à 2 ou 3 heures de voiture de Strasbourg, de ce point de vue géographique, nous avons vraiment perdu la guerre. En outre, le cancer marxiste se répand dans le monde.
En 45-46, les Alliés, question de Crète, hein, en 45-46, les Alliés s'efforcent donc de garer un nouvel équilibre, de gérer, pardon, un nouvel équilibre en méconnaissant l'émergence d'un empire soviétique. Réponse de Demaranche. Il croit le gérer. Je ne suis pas sûr qu'il ait à cette époque une vision très précise de ce que va être l'après-guerre. Les démocraties, quand elles s'amolisent, ne sont pas douées pour la géostratégie. Les Français avaient besoin de gloire et du témoignage personnel du général de Gaulle pour effacer leur honte collective. Si la France fait aujourd'hui partie des 4 grands, c'est grâce à ces Français qui sont morts dans les rangs de la France libre et de l'armée venue de l'Empire. Le général de Gaulle a su faire oublier à ce grand pays de tradition militaire dont l'histoire héroïque s'étend sur plusieurs siècles, la honteuse défaite de 40. Les Britanniques, en 1945, avaient épuisé. Il n'y avait guère de tradition militaire américaine. Air, terre, mer, tel que nous le concevions dans les vieux pays européens. Les Américains n'avaient qu'une idée, démobiliser à toute allure. Au sortir d'événements si tragiques, un immense désir de bien-être occupait les esprits. La guerre avait été gagnée, pourtant nous avons perdu la paix. La Maison-Blanche encourageait l'opinion publique américaine à considérer d'un œil favorable le point de vue soviétique. Personne ne parlait de dictature rouge. Le président Truman, qui avait succédé en avril 1945 à Roosevelt, n'avait rien du marchand de cravates qu'on a décrit. Il avait malheureusement choisi parmi ses conseillers l'un de ceux de Roosevelt qu'il croyait être un expert, Joseph Davis, l'ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, l'ami de Staline, qui en parlait comme d'un bon oncle Joe. Bien qu'il ait été informé le 17 juillet 1945 conférence de Potsdam, que la première bombe atomique avait été testée avec succès, Truman laissa Staline annexer Königsberg et une partie de la Prusse occidentale. Churchill, lui, céda pour la 3e fois à Staline après Téhéran et Yalta. Donc voilà quelques pensées de M. Demaranche, mais je dois arriver à quelque chose de plus important, c'est le problème de l'Afghanistan. Et c'est là où vous allez voir comment ce monsieur visionnaire a pu tout prévoir jusqu'à ce qui se passe actuellement avec Poutine. Monsieur Demaranche, fin décembre 1979, les troupes soviétiques ont officiellement pris pied en Afghanistan à la demande du régime communiste d'alors. Je savais à l'avance que l'Afghanistan allait être envahi. Je l'avais annoncé plusieurs années auparavant. Il suffisait de regarder la carte. Il faut toujours regarder la carte pour comprendre que ce pays allait jouer le rôle d'un tremplin pour la marche de l'Empire soviétique vers les mers chaudes. Il a peu de dérogation à la fameuse formule de Bismarck qui disait à peu près ceci. De toutes ces données qui composent l'histoire, la géographie
est la seule qui ne change jamais. Sans doute, le percement du canal de Suez par M. Lesseps ou celui de l'isthme de Panama sont des rares exceptions à cette règle. Ils ont modifié quelque peu la géographie et la stratégie mondiale. On ne trouverait pas beaucoup d'autres exemples. Celui qui a, comme moi, les yeux depuis tant d'années fixés sur la carte du monde et qui parcourt celui-ci en tous sens, le bioscope en main, finit par avoir une vague idée de ce qui s'y passe. Il doit tenter alors de se glisser dans la peau de l'adversaire avec vision. Sa logique, qui est quelquefois pour l'Occident l'illégorisme le plus effréné. À mon bureau, pour mieux jouer ce jeu, nous changeons parfois de siège et nous allions nous asseoir de l'autre côté. Comment voulez-vous comprendre quelque chose au vieux ayatollah si vous ne possédez pas la faculté d'ajuster votre mentalité à celle du XIe siècle? Vous vous rendez compte? Si j'étais russe et maintenant soviétique, j'éprouverais depuis des siècles, depuis Pierre le Grand, pour être exact, le désir d'accéder aux mers chaudes, où pour une fois les flottes de guerre pourraient se mouvoir dans des eaux libres. Les 4 flottes soviétiques, celle de Mourmansk, celle de la Baltique, celle de la mer Noire et celle du Pacifique, qui doit passer entre les îles japonaises, ont enfermé et condamné à se glisser par des goulets d'où elles sont observées en permanence par les Alliés. Actuellement, la marine de guerre soviétique, qui est pratiquement l'égale de la flotte des États-Unis et dont les bâtiments sont parfois tout peu jeunes, tout ça pour vous dire que depuis l'évasion de l'Afghanistan, M. de Marange avait tout prévu. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous retrouve samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.